Salut la gang, c'est Pierre du présent, du futur, du passé, dans le temps. Bienvenue dans mon bureau. J'ai pas mon décor, mon background blanc. Fait que, sûrement que vous entendez peut-être euh, aussi les sirènes en arrière de moi. J'habite en ville, ventilateur. Bienvenue chez nous. Aussi, bienvenue dans l'épisode 2, la partie 2 de l'épisode 65. C'est un gros épisode. On a couvert beaucoup de luttes. Fait qu'il a fallu là, séparer tout cet épisode-là en deux. Donc, bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode. Bon épisode, tout le monde. Ensuite, le SmackDown du 5 juillet. Et ça, c'était tout juste, c'était le Go Home Show. On était à Toronto, juste avant Money in the Bank. Et on a eu une superbe promo remplie d'émotions de Kevin Owens qui a un peu été brisé dans son élan avant de partir pour vrai sa promo par la foule qui voulait comme juste être gentil, mais tu sentais qu'il y avait comme une émotion à dire. Ouais. Puis j'ai trouvé très bon pour prendre la clap qu'il recevait, qui fitait pas ce qu'il voulait aller dire, et ramener l'émotion. Un vrai pro, là, il a pas été déconcentré par ça. Il a pris l'amour, puis ensuite il a changé ça en une intensité, puis hey, ma mère est malade, puis je suis là quand même ici. C'est elle qui veut que je sois là. Moi, j'aurais aimé ça rester avec elle, mais sinon, elle aurait été trop à tabarnak après moi. Fait que, puis tu sentais aussi Cody et Randy qui étaient dans le background de tout ça. Cody très émotif face à ça, on s'entend. J'ai l'impression qu'il filait un peu plus ça. Il se mettait dans la peau de si c'était lui. Et Randy, différemment, mais lui, il était plus ce côté genre, hey, je le respecte. On avait la vision Cody qui était plus dans l'émotion de voir Owens parler de ça, puis Randy qui était plus, il est ici. Je le respecte. Randy est sur le bord de tourner, là, on pourrait revenir peut-être au SmackDown de. Non, mais l'émotion qu'il vivait, au-delà le kayfabe, enlève le kayfabe, j'ai l'impression que Randy était plus en mode, je le respecte qu'il soit là, malgré cette situation-là. Fait que bref, excellente promo si vous voulez aller la voir. En plus, c'est un Québécois. Puis on souhaite évidemment prompt rétablissement. Puis que tout se passe bien. Je crois que c'est Suzanne, hein, le nom de sa maman. Je pense que oui. Donc, bon rétablissement. Et j'espère que tout va bien se passer dans le meilleur des mondes. Et on a eu également un autre bon match qui m'a surpris quand même. Mais en sachant les résultats, ça m'a moins surpris. Comme, mettons, avec le recul, ça me surprend pas. Mais tabarouette, DIY contre Austin et Grayson pour la ceinture par équipe. Peut-être un match qui aurait mérité. T'sais, on dirait, moi, j'aurais switché le match du Bloodline. Je l'aurais mis à SmackDown. Puis j'aurais peut-être mis ce match-là dans le pay-per-view. Puis j'aurais terminé avec Drew et Rollins. Parce que c'était vraiment. Je suis quand même d'accord avec ça. Ouais. C'était quand même un très bon match entre DIY. Puis avant même que le match commence, petite promo backstage. Qu'on voit souvent, là, qui est un one take, avec DIY qui parle directement à la caméra, puis dit « Toronto, c'est notre ville. On a eu un match of the year contre FTR dans le temps, à Toronto. On a eu, quand je suis revenu, c'est à Toronto, on l'a fait, puis on est encore à Toronto. » J'ai vraiment l'impression que c'est comme leur ville, DIY. On dirait qu'il y a des lutteurs que, quand ils sont dans cette ville-là, ils gagnent tout le temps. Mais DIY, c'est un peu ça avec Toronto. Fait que bonne promo pour bien amorcer le match. Et on a continué d'écrire l'histoire entre Grayson Waller et Austin Theory. T'as pas trouvé que quand Grayson, pendant le match, frappe par accident Austin... Il n'y a pas beaucoup de retenue, hein? Il a l'air quasiment, genre, content de fesser dans la face. Il sent pas qu'il se sent mal d'avoir fait ça, même si, éventuellement, ça amène à lui coûter le match, mais... on dirait, Grayson, il est comme... ouais, parce que t'es comme Austin, qui est comme plus certain, puis il sait pas trop, c'est comme si il pense que Grayson, il joue dans la tête, puis je pense qu'il y a un peu de vérité là-dedans, puis Grayson qui lui remonte le moral, qui est comme, non, on est les meilleurs, on va y aller, on a une équipe, on va être bon, puis c'est ça, dans le match, il y a des petits échos de ça qu'on est comme pas certain. Ça va exploser, cette équipe-là. Ouais. Mais ce qui est weird, c'est que j'ai l'impression qu'on va mettre Grayson méchant, et j'ai l'impression que Theory... va être gentil. Comment va être reçu, Face? Parce qu'il y a plus une face à fesser dedans. Je sais. Je ferais l'inverse. J'ai plus l'impression que Grayson il serait meilleur en face que. Mais peut-être qu'on s'en va d'un sens puis de l'autre, puis là, il va y avoir un gros swerve un moment donné, je sais pas. Ouais. Ou que les deux vont être méchants puis se séparer, c'est déjà arrivé également. C'est des séparations d'équipe où les deux restent méchants. Mais bref, si on revient au match. Ouais, c'est ça, pour le match comme tel, j'adore l'histoire qui est racontée. Il y a même eu encore un DIY qui fait un Shatter Machine qui était le finisher. Après moi, c'était un petit rappel au match of the year qu'il y avait eu il y a 3 ou 4 ans avant. Exactement ça. Ils n'ont pas gagné sur le Shatter Machine, ben non, parce que c'est pas leur finisher. Mais ça a suivi tout de suite d'un meet in the middle. Et ensuite, il y a eu un double soumission. Ça look
tellement. Ouais. C'est tellement. Et ça et tout, beau, ils ont ce déjà genre. gagné à Toronto avec un truc comme ça. Exactement. C'était, je Plein de crois, rappels. Fait que c'était vraiment beaucoup de rappels à FTR, qui n'est Mhm. plus là, mais tu sentais beaucoup l'écriture de ce match-là ressemblait beaucoup au match écrit entre DIY et FTR à l'époque. Absolument, absolument. J'ai adoré ça. Fait que excellent match et changement de ceinture dans un SmackDown, ça arrive pas souvent. Mérité. Fait que, Très mérité. Très le fun, très bon main event. Fait que ça fait le tour de ce SmackDown du 5 juillet 2024. Par la suite, on a le Collision du 6 juillet. Et là, on avait l'explication d'MJF de pourquoi il a fait ça. Pourquoi? Et finalement, ben, c'est à cause de nous. C'est à cause de toi et moi, Pierre, qui a fait ça. Ah! C'est de notre faute. Et toutes vous qui nous écoutez, c'est de notre faute si MJF qui a fait ça. Juste parce qu'on a dit bravo à Joe qui a gagné la ceinture. Comment? Bébé Lala. Il l'a pas pris. J'ai pas compris pourquoi on nous a montré le vieux segment qui expliquait sa maladie ou son truc. Il est pas capable d'être rejeté. Je trouvais que c'était long. Ouais. Je comprenais pas pourquoi on nous faisait ça. Mhm. Je pense que j'aurais juste laissé du Mike. En tout cas, je comprenais pas comme pourquoi on mettait ce vidéo package-là dans le milieu. Parce que c'était comme pour qu'on ait de la. Je sais pas, un sentiment de l'empathie, mais il est méchant après. Mais il est méchant, c'est ça. Je comprends pas non plus. D'après moi, MJF, comment il est fort, il aurait pu l'expliquer en ses propres mots plutôt que mettre un vidéo package. Que vous voyez, je vous l'avais dit il y a un an. Ouais. Je trouvais ça un peu weird. On dirait que ça, c'était comme Tony Khan qui essayait de rentrer avec une crowbar. Vous Ouais. voyez, j'écris des histoires à long terme, puis j'étais comme moi, mais pas tant. C'est plus mais non, MJF. c'est ça. Puis, tu sais, quand je disais au début de l'épisode que ce que MJF fait là, c'est pas le meilleur travail que MJF fait. Cette promo-là, je trouve que c'est pas la meilleure promo de MJF. Ça peut pas toujours être la meilleure promo, là, même si Chris il est bon. Là. Il a fait une couple d'affaires un peu tacky où il traite Will Ospreay de talentless hack, donc de comme faux talentueux qui fait juste des trucs. Et qui fait partir sa musique, et qui l'appelle, il dit ouais, viens-t'en, puis là, il passe sa musique, mais là, il sait qu'il est pas là, c'est juste pour faire son agace un peu avec tout le monde. Fait que je comprends ce qu'il fait, c'est du travail de heel, mais on l'a déjà vu faire du meilleur travail de heel que ça, je trouve. C'est pour ça que, oui, là, de la discussion qu'on vient d'avoir, c'est clair qu'il faut avoir ce genre de heel-là dans la compagnie présentement, mais le côté tweener aurait peut-être pu faire aussi contre Will Ospreay, ou il aurait pu continuer à jouer le tweener badass qu'on aime quand même, mais d'être complètement heel avec Ospreay. Je pense que on peut se permettre ça dans le lead. Bref, je suis pas certain de tout le travail que MJF fait présentement. C'est pas... Moi, c'est pas le meilleur travail que je trouve, mais regarde. Ouais. J'ai quand même aimé la petite pointe quand il parle de Garcia, puis qu'il dit vous pensiez vraiment que j'allais permettre à Garcia de se battre contre le meilleur au monde? En voulant dire, genre, parce que lui, il y a un match contre Ospreay qui s'en venait la semaine suivante. Mhm. Bref, il va être annoncé, mais qui s'en vient pour le 250. Et c'est comme s'il disait, genre, que le best au monde, souvent on pensait d'Ospreay, mais que lui, il pense déjà qu'il va battre Ospreay. Fait que c'est pas vrai que tu vas avoir un match contre moi pour la ceinture, parce que c'est moi qui va battre. En tout cas, tout ça, je trouvais que c'était quand même bien fait, c'était quand même drôle. Cependant, là, je vais sortir un peu, là, mais ça semblait être, parce qu'il y avait le petit gars, là, premier rangé avec son suit de Will Ospreay, qui était très bien, là, puis tu sais, qu'à Dynamite de cette semaine-là, Will Ospreay avait un peu acknowledge cet enfant-là, et là, qui était encore là, fait que là, on comprend qu'on est comme dans la même soirée d'enregistrement, fait que ça a dû être weird de voir le turn, sont là. et là, ça reste, ils ont peut-être mis un genre de match tampon entre les deux, le temps qu'MJF aille se changer, puis là, il revient, puis il nous fait cette histoire, bref, sur place, je sais pas. Ouais, la musique qui je sais pas comment ça l'a. Will Ospreay, là, on l'a vu. Exact. Fait que là, il est pas là. Fait que ouais, j'ai comme. J'ai l'impression que si t'étais sur place, c'était un peu bizarre. Ce truc-là, qu'on parle comme si ça s'était passé. Bref, en tout cas, là, c'est moi qui sors un peu du kayfabe, mais je le dis parce que je trouvais qu'il y avait un aura, une ambiance bizarre dans l'arène. C'est peut-être la manière qu'il l'explique, genre. Vu que c'était plus Cependant, on a eu un super bon match entre Trish et Adora, qui avait l'air d'une locale, ou d'une lutteuse qui était connue de cet endroit-là. Non, elle est avec The Infantry qui n'existent plus. Ah, ok, parfait. Puis elle est à la Ring of Honor. On les a revus, les The Infantry, il me semble. Pour de vrai, ça se peut très bien, qu'ils ont réengagé finalement. Ouais. Mais non, Trish Adora qu'on a vu quelques fois, puis qui lutte plus à la Ring of Honor. C'est pas un match. Elle était très bonne. Pas un match nécessairement mémorable, mais Trish Adora qui travaille super bien dans le ring,
très bonne. Si on la pousse comme du monde, pour la place bien, elle va être capable de faire quelque chose de le fun. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est surtout les sells de Tony Storm avant tellement bien pour Trish. Puis je pense que ça met Trish Adora sur à un autre niveau. Quand la personne contre qui tu luttes sell à ce point-là, ce que tu donnes, ce que tu fais comme move, ça y met de l'ampleur. Donc je pense que un vient avec l'autre et c'est là qu'on peut voir, qu'on comprend pourquoi une Toni Storm est de ce calibre-là et du calibre des meilleurs au monde. Elle vend toute la façon qu'elle reçoit les moves. Des fois, elle tombe comme un chiffon à terre, plus molle, puis les visuels, les visages, les grimaces qu'elle fait. Vraiment, vraiment gros travail de Toni Storm là-dessus. Ça vaut la peine d'aller voir juste pour ce côté-là. Ce point-là, ça vaut la peine d'aller voir ce petit match-là. Ouais. Puis, mais j'ai trouvé quelques mouvements aussi très intéressants de Trish, notamment une espèce de soumission. Va te dire là, comment je l'ai trouvé. Je trouvais que c'était une version meilleure d'un même moveset de Naomi. Je sais pas si c'est d'accord. Tu disais souvent, tu sais, oui. Trish elle utilisait beaucoup son cul genre pour faire des soumissions ou pour faire des mouvements. Et elle ressemble un peu à un même style de Naomi, mais meilleur. Fait que je trouvais que c'était une version meilleure de Naomi dans ce match-là. Entre autres, une espèce de souplex où elle est comme à genoux, puis tu sais, comme pour slider, puis qu'elle souplex en même temps. Oui, c'est beau, là. Puis la soumission un peu, là, où t'as Tony qui vend, puis qu'elle est comme pognée un peu dans le cul de Trish et tout. C'était bien fait. Fait que c'était comme des mouvements originaux, mais effectivement, bon sell, et on continuait de construire un peu ce Toni Storm. Très face à ce moment-là. Absolument. Ça va continuer dans ce qu'on va vous dire à la fin de l'épisode. Un autre. Et finalement, Beast Morto. Moi, je l'ai moins aimé, le prochain match. Beast Morto contre Claudio. Je trouvais que c'était moins réussi que l'autre match de Beast Morto, mais j'ai hâte de t'entendre sur ce que tu as apprécié. C'est que contre Claudio, je trouve que c'est le visuel. C'est deux immenses monsieur j'ai écrit dans mes notes, c'est pas joli, c'est pas technique, c'est juste deux gros monsieur qui se rentrent dedans, puis j'aime ça. C'est pas. Tu sais, vous pouvez ne pas aller voir ce match-là. Je vous le conseille parce que moi, ça rentre dans mes cordes. Ben, il y a un spear, entre autres, que Mortos fait qui a rentré tellement fort là, dans Claudio. Là, c'est incroyable. Fait que non, Puis Claudio, t'es comme taquin, t'as-tu trouvé? Oui, un petit moment où il était comme dansé un peu avant de faire un coup, là, comme il y avait de l'air du fun dans ce match-là. Là. Ouais, je sais pas s'il essaye des nouvelles affaires, mais en tout cas, il était comme taquin, Claudio. Qu'est-ce qu'il dans ce match-là? J'adore ça. Un Claudio qui déconne un peu, là, ça y enlèverait le balai des fois qu'il y a dans le cul, là, fait que tant mieux pour ça. Là. Est-ce que c'est un match mémorable? Non. Est-ce que c'est un match technique? Non. Qui vaut la peine? Non. Mais moi, je vous le conseille, si vous voulez voir deux gros monsieur qui se rentrent dedans. Puis encore une fois, Beast Mortos, comment qu'il fait pour faire ce qu'il fait avec un gros calice de masse de même dans la tête? Ouais. Bravo, monsieur. La meilleure mascotte de la lutte depuis El Toro. Ben, ouais, je pense que... Ouais, c'est ça. Absolument. El Toro, t'es bon. Oui. Ensuite, on enchaîne avec le Raw du 8 juillet. Donc, quand on enregistre le dernier Raw, on est enfin rendu dans la dernière semaine, là, Pierre. On y va. On lâche pas. Fait qu'on a commencé ça avec la promo de Punk et Rollins. Que toi, t'as pas noté, moi je l'ai noté. Je trouvais que c'était quand même efficace pour rappeler l'entièreté de l'histoire, parce que c'est quand même une histoire qui date de Royal Rumble entre les deux. Pas juste Punk Rollins, là, mais Punk Drew, tout ça. Là. Puis Rollins vient intervenir. Fait que d'abord, on a Punk qui est tout seul, qui explique un peu pourquoi il a fait ça à Drew McIntyre. Manquer son cash, blablabla. Puis c'est parce qu'il l'haït, parce que c'est personnel. Parce que quand tu fuck avec Punk, ben, écoute, c'est sûr, je te ramène. Tu vas payer. Il y a des conséquences à me niaiser, moi. Fait que c'est pour ça, mon but maintenant, c'est que t'aies jamais la ceinture, Drew McIntyre, pendant tout le temps que je vais respirer. Puis tu sais, un Punk qui rappelle l'histoire, mais quand même efficace dans sa manière de la rappeler. Ensuite, on a Seth Rollins qui, évidemment, entend ça, puis qui est comme pas content, parce que lui a été un peu un dommage collatéral à CM Punk, qui a décidé de faire ça, parce que là, ça écoute un futur shot à la ceinture jusqu'à temps que Damon Priest perde la ceinture, parce que là, il n'y a plus. C'était ça la stipulation. Voilà. Plus l'avoir. Mais j'ai bien apprécié que Punk, pendant l'entrée de Rollins, s'en aille à la table des commentateurs, il commence à niaiser avec les deux gars en disant hey, c'est tellement long son entrée, j'ai le temps de venir vous jaser. Puis blablabla. Ça, c'est bon, là. Ça, sur la table des commentateurs. Ça, c'était du bon Punk, là. Ouais. C'était très drôle. Et lorsque les deux, finalement, quand Rollins finit son entrée, Punk retourne dans le ring, le petit face-à-face. On construit l'histoire. On sent vraiment où ça s'en va, là, tout ça. Là, genre. C'est clairement Drew Punk, la première
comme le premier chapitre, puis on va enchaîner ça avec un Rollins-Punk par la suite. Mais c'est bien fait. Peut-être un tantinet trop prévisible. Ouais. C'est le petit défaut de toute cette histoire-là. Mais en même temps, t'as des gens qui ont été blessés. Fait que t'as pas le choix de construire ça à long terme et que ce soit prévisible. Mais je pense qu'on va bien saisir le côté genre personnel entre Drew et Punk lorsqu'on va finalement arriver au match. Est-ce que ce sera un match, je sais pas, Hell in a Cell, quelque chose comme ça, lorsque ça va arriver? Est-ce que ça va être à SummerSlam? Est-ce que ça va être à Bad Blood? Le preview qu'ils ont annoncé. Bad Blood, ça fitterait plus, on dirait, là, pour ce truc-là. Mais en même temps, on dirait qu'on le construit depuis le début pour SummerSlam. Fait qu'à voir, ça s'en va où? Et Rollins, qui clairement est le prochain sur la liste, parce que... On dirait, mettons, mon nez me dit que Punk va perdre contre Drew, parce que Rollins va intervenir pour faire chez Punk. Et ça va s'enchaîner contre Punk. Rollins. Okay, ouais. Moi, c'est ce que mon nez me dit à ce moment-ci. À voir si justement, c'est juste un misdirection qu'on me fait, mais ça me semble très... Depuis le début, toute l'histoire autour en Punk est très prévisible. Fait que je vais continuer dans la prévisibilité en collant ça. Pas fou. Ensuite, on a eu un bon match contre... Un bon, mais un cool match entre Jey Uso et Chad Gable. Et là, évidemment, il y avait l'aura de la Wyatt Six qui était comme autour de ça, parce qu'on construit ça depuis quelques semaines. Et moi, ben, en fait, pour parler du match, il y a eu un beau petit match entre deux très bons travailleurs dans le ring, dont une dive de Jey où Gable fait juste l'attraper puis il donne un souplex par terre. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Ensuite, après le match, puis moi, c'est là où, oui, on a de l'air de viser Gable, mais est-ce que dans le fin fond, on viserait pas Jey par la bande? Puis il va y avoir un genre de swerve, un moment donné où les deux vont être là. On pense que tout le monde attaque Gable, les lumières rallument, Gable est debout là, il sait pas ce qui s'est passé, puis Jey disparu. Ouais, ça se pourrait. Ça se pourrait parce qu'on les fait beaucoup tourner autour de cette histoire-là. Et Jey a très peur. Hein? Parce que là, les lumières ferment avant. Exact, les lumières ferment durant le match, ça coûte la victoire à Gable, et continue, tu sais, fait que là, il fait le pin, il est content, mais il célèbre pas parce que les lumières continuent de fermer. Puis là, t'as juste comme Jey qui joue super bien, puis il me fait rire, qui fait comme Yeet! Vite, je m'en vais! Parce qu'il a vraiment peur de la Wyatt. Par la suite, Nikki, Abby the Witch, qui réapparaît, vient donner une cassette. Et là, ce coup-là, Gable réussit à s'en aller. Fait que c'est ça, on dirait que Gable, le message qu'il voulait y passer depuis le début, il a comme peut-être été compris. Écoutez, quoique Gable continue d'être une merde. Fait que je sais pas, ça s'en va où. Moi, je pense que Gable qui est arrivé là, après ce match-là, au courant de l'épisode, qui a été voir Adam Pearce, c'est comme là, je suis tanné. Là, je suis plus capable, moi, je pars en vacances. Fait que peut-être qu'on verra plus Gable pour quelques semaines. Il dit qu'il s'en allait en vacances. Et Adam Pearce, qui est devant sa porte de son bureau, qui ouvre la porte de son bureau et qui est assis juste là, dans son bureau. Beau Dallas. Ouais. Fait que, qu'est-ce qu'il a demandé? Parce que d'habitude, qu'on va voir Adam Pearce pour un match, pour un contrat. Est-ce qu'on va avoir un match à SummerSlam? J'espère. Parce que là, je trouve que le slow burn commence à être un peu trop slow en ce moment. On devrait mettre un petit peu plus de... Un petit peu plus de charbon là, ça avance, barbecue pour que ça avance un peu plus. Peut-être ce soir qu'on va savoir. Peut-être ce soir. J'ai l'impression que si on veut un match à SummerSlam, il va falloir qu'on accélère. Parce qu'il reste juste quoi? 2 semaines, 3 semaines avant SummerSlam. Donc, il reste 2 Raw en fait avant SummerSlam. Fait qu'il va falloir que ça arrive si on veut avoir un match de la Wyatt Six. Sinon, on a eu une bonne promo de Sami Zayn à la suite de sa victoire contre Braun Breaker. Il était comme, je suis plus un underdog, moi. Ouais, c'est ça, il dit comme, je suis plus un underdog, je suis plus là. Regardez, j'ai battu Braun comme il se doit à Money in the Bank. Fait que je suis une vraie menace. Je suis là, je suis bon avec sa belle chemise. C'est celui-là qui avait sa chemise, là. Ouais, sa chemise, sa truc de Canada. Canada, exactement. C'est Braun qui vient l'interrompre et qui dit, garde, je respecte. Je respecte ce que t'as fait, je te respecte. T'es un bon lutteur. Écoute, t'as gagné, je respecte ce que tu fais, juste avant de lui faire un spear. Ben oui, écoutez, fallait bien s'y attendre. Il va en dehors du ring comme d'habitude. Et là, le spear connect à l'extérieur du ring. Et c'est Dragunov qui vient s'en mêler, le petit Moses qui vient essayer de l'arrêter, mais il y avait trop de sécurité alentour. Il n'a pas été capable de se rendre. Est-ce que ça sent le triple menace à SummerSlam pour le titre continental, pour que Braun soit capable de piner Dragunov, pour que Sami Zayn sauve la face sans perdre
pour le titre intercontinental. Ouais, Ça ça sent sent ça. Mhm. Ça sent ça, moi, je trouve. Cependant, je sais pas comment on va faire pour faire que Dragunov ait le droit à son match. Fait que, il reste peut-être ce morceau de puzzle qui va peut-être Ouais. nous être expliqué dans la prochaine semaine. Mais ça sent ça, de la manière que c'est construit. Puis ça fait déjà quelques semaines que c'est construit de cette manière-là. Dès le départ, là, c'était à 3 que ça se faisait, là, cette danse-là. Gable était là au départ et on a terminé l'histoire avec Gable. Mais Dragunov et Braun Breaker restent autour. Fait que ça sent ça. Je sais pas comment on va l'amener cependant. Parce que clairement, ça a l'air plus un affrontement Breaker-Zane en ce moment. Oui. Fait que comment Dragunov va venir s'inscrire à ça? Peut-être c'est Zane de son grand cœur qui va dire toi aussi tu le mérites, pas juste l'autre. Il est tendance nous autres. Fait que, à voir ça s'en va comment. J'ai pas l'impression que ça va être un chemin de qualification, cependant, la manière que c'est construit. Ça va être plus un chemin de Sami va décider et on va signer des contrats. Yep. Par la suite, on a eu un peu la suite de ça parce qu'on a eu Dragunov contre Breaker à l'intérieur d'un match. Et c'est pour ça que je te dis que je sais pas comment on va faire pour rentrer Dragunov parce que Breaker, quand même, tu sais, ça finit par DQ, mais il finit fort, tu sais. Il finit au-dessus. Littéralement, là, avec une chaise d'en face, là. Mais Dragunov, par exemple, il peut pas mal paraître, il peut pas donner de mauvais match. Il est tellement intense. Mais c'est contre Braun, fait que c'est violent, c'est intense, puis finalement, c'est toujours... J'ai l'impression que Braun voyait comme pas d'issue dans ce match-là. Il sentait que Dragunov, tranquillement, est en train de comme prendre le dessus, ou qu'il allait finir par revenir ou se relever. Fait que Braun, il a lancé une chaise d'en face, il a eu disqualification. C'est comme ça que Braun s'en est sorti. Il a consolidé son poste de très grand méchant. Parce qu'on dirait avant, il était comme... Je suis juste fort, mais là, il est comme, non, là, je suis méchant. Je suis plus méchant que fort. T'es un vrai méchant. Ouais. Et là, Sami tente d'aller sauver, même s'il est tout magané de l'interaction juste avant. Et Braun décide qu'il le détruit, lui, tout. Fait que, un espèce de Braun on top des deux autres, des deux gentils. Fait que, à voir. Mais comme je dis, ça sent le 3. Mais on dirait qu'il y a plus d'arguments pour juste Braun contre Zane. Fait que, j'ai hâte de voir comment ça va se faire. Parce que peut-être ça va être tout un contre un, puis dans le coin de Zane, il y aura Dragunov. Je sais pas, peut-être. Et finalement, le squelette de ce Raw-là était l'histoire entre Dominic et Liv, qui a eu un excellent payoff. Fait que ça a commencé ça avec Priest tout d'abord en début de segment, après le segment. Parce que Seth revient en coulisses. Il y a une petite interaction, puis Priest qui fait genre, hey gars, tu sais l'affaire qu'on s'était dit que pas le droit de ma ceinture, ben gars, je finis mon histoire avec Gunther, puis après on règle ça nous deux. Parce que c'est vrai que c'était. Fait que tu sais, encore une fois, un Priest dans un genre de personnage tweener, mais pas clair, qui gagne en se faisant aider, mais que finalement, il essaie d'être noble à travers tout ça. Mais, là, j'en parle pour l'histoire de Dom et Liv, parce qu'il prend le téléphone après cette interaction-là, puis il fait comme, hey, t'es où? Qu'est-ce qui se passe? On arrête ça là-dessus, mais petit tease, tu sais, à ce moment-là. Ensuite, on a un segment backstage où Liv Morgan et Dominic ont un match plus tard, parce que comment voulez-vous qu'on. Là, t'as Liv qui insiste. On pratique-tu nos moves en équipe là, de deux pour avoir des bons moves? Puis le Dom est comme non, je on pratiquerait. J'ai mal aux jambes. J'ai mal aux jambes. Oh, ouais, t'as mal aux jambes. Mais là, je vais te prendre ta jambe. Puis on fait des massages. Et là, t'as tout le Judgment Day qui arrive à ce moment-là. Avec un Dominic qui est un peu dans une position compromettante. Et la face de tout le monde, tout ça. Ensuite, on a eu un replay, une analyse de Pat McAfee qui est très, des très gros drôle, dessins, des barbeaux dans le. C'est bon. C'était très drôle. Fait que moi, ça m'a quand même. Il y a des bons gags là, dans ce segment-là. Fait que si vous le trouvez là, sur YouTube, allez Carlito, le timing comique de Carlito est incroyable. Il est excellent. Vraiment, vraiment bon. Et ça l'installait encore l'arc narratif de tout ça. Ensuite, le match, Ray et Zelina contre Dominic et Liv Morgan. Et Liv qui, à un moment précis, décide qu'elle coûte la victoire à Rey Mysterio, qui donne la victoire un peu sur un plateau d'argent à Dominic, qui pin pour la première fois, quand même fait noter, son papa. La première fois que Dominic a une victoire pin sur son papa. Et après ça, Dom qui va peut-être pin Liv Morgan en sorte. Exact, ben un peu, parce qu'il est tellement content. Fait que là, il oublie un peu que finalement, il l'aime pas, Liv. Fait que là, il saute dans ses bras, tombe à terre, un peu en position montée complète. Une comédie romantique où tout au ralenti. Là. Et là, on se touche le nez, les regards, et là, la chanson part. This is my brutality en tabarnak. C'était-tu beau comme retour? C'était très bon. Incroyable. C'était très très bon, très bien orchestré, très bien fait, une belle exécution. On y viendra aussi au prochain Dynamite, mais il y a eu 2 exécutions que j'ai trouvé très très bien fait au niveau des jeux de caméra et du jeu de tout le monde. Et celle-là, avec Rhea Ripley qui revient,
dans la stupéfaction de tout le monde, Liv, qui a la chienne, s'enlève de Dominique, se sauve en courant à travers la foule. Dominique, il est comment? Il essaie de m'expliquer. Il a la tête basse. Ouais, là, ben, il est comme... Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce qui se passe? Je suis content que tu reviennes. Non, fuck you, je m'en vais. C'était très bien fait et ça met la place. Et je suis content parce qu'on va l'avoir probablement à SummerSlam. Un affrontement Liv contre Rhea avec cette histoire-là. Il nous reste 2 semaines pour la construire, mais c'est exactement où je voulais que ça s'en aille. Et ça va être très bon, j'ai l'impression. J'ai déjà hâte au prochain Raw, qui est ce soir, pour voir comment que Rhea va agir face à Dominique. Et comment Dominique, surtout, va agir face à Rhea. Et d'après moi, il va devoir qu'il choisisse. C'est que, on va voir comment ça va faire, mais c'était très bon. Et le pop également. On avait des yeux, nous, sur place, un ami. C'était à Ottawa que ça se passait. Et qui a bien apprécié son Raw. Je pense que c'était un bon Raw, moi, somme toute. Là. C'était bien construit au complet. Il y a eu des bons matchs. Puis lui également semblait dire que c'était excellent. Fait qu'on salue Alex qui était là. Merci pour tes yeux et ton retour sur tes différents commentaires. Vous, dites-nous comment vous l'avez trouvé, ce Raw à Ottawa du 8 juillet. On enchaîne avec un autre. Moi, j'ai trouvé quand même un Dynamite. Toi, tu l'as trouvé moins fort que moi. Moi, j'ai quand même bien apprécié ce Dynamite-là. J'étais peut-être moins, c'est la semaine où j'étais malade. Fait que j'ai peut-être écouté un peu d'un œil, d'une oreille moins concentré. On avait on avait tout voir la finale en Hangman Page contre Bryan Danielson pour la Owen Hart Cup. Et surtout décider qui allait aller contre Swerve Strickland lors de Wembley à All In. Et ça, j'aime ça parce que c'était exactement les 2 personnes que ça faisait le plus de sens qui s'en allent à un match contre Swerve Strickland. Fait que là-dessus, je savais pas qui allait pouvoir remporter ça. Nope. Même si depuis le début, je dis, d'après moi, Bryan, c'était clair qu'il s'en allait de ça. On dirait qu'ils ont amené la seule personne que j'étais comme... C'est vrai que ça ferait du sens qu'Hangman finisse l'histoire avec Swerve. Puis qu'on construit ça sur les prochaines semaines. Puis je trouvais que depuis son retour, il était quand même efficace dans son personnage de méchant. Un peu intense, fâché de la vie. Il venait aussi la semaine avant de péter, au Collision avant de péter complètement Jeff Jarrett. Fait que le momentum était là. Exact. Ben, Jeff Jarrett, puis il y a également eu un autre match qui suivait ça, là, qui a vraiment détruit son... C'était Jay White dans un match correct, mais... Ça continue l'histoire, là, en plus, où ils sont fait enlever la ceinture. C'est au Collision, ça, on est c'est au Collision, mais Jay White, il a quand même eu un peu un désavantage, parce que, un désavantage, en tout cas, t'as eu dans ce match-là, les EVP... qui ont décidé de bannir tout son clan. Fait que ça donnait un petit... Fait que là, c'était comme la période de cruise d'Hangman qui se fait cruiser un peu par The Elite pour essayer de revenir. Mais bref, ce match-là, Hangman contre Bryan, très bon match, belle intensité de Page. Je trouve vraiment, là, il est très intense quand il est fâché, là, très fâché. Puis quand même pas mal de sang aussi, on s'est bien ouvert le front. Et Bryan, tout le long, continue de vendre le coup, continue de vendre un peu, qui est magané. Et dans son rôle classique de babyface, ressort un peu et finit par remporter la victoire. J'ai pas tant aimé cependant le bump d'arbitre parce que c'était une finale de tournoi. J'aime ça quand ça se termine clean. Donc là, t'as comme Jeff Jarrett qui est un special enforcer qui vient qui enlève tout ça, qui enlève la ceinture parce que là, il y a eu un bump d'arbitre. Donc là, on permettait à Hangman de tricher dans des coups de ceinture. Là, Jeff Jarrett est comme non, tu donneras pas des coups de ceinture. Un petit rappel de l'histoire qu'on a eu contre Jay White. Non, la semaine dernière contre Jeff Jarrett lui-même, puis aussi il le fait également contre Jay White. Fait que là, on y enlève la ceinture. Et par la suite, c'est Jeff Jarrett qui fait le pin au final, qui compte le 1, 2, 3 et qui donne la victoire à Bryan Danielson. Dans une espèce de. C'est quoi? Un genre de pin surprise un peu pour protéger Hangman. Et Hangman après, il est très fâché. Il va poursuivre son histoire en coulisses avec The Elite. Et Bryan remporte la ceinture, va la prendre, est très content et s'en va à Wembley. On va peut-être avoir... c'est quand même un match qui va être le fun à regarder parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs entre... il y a eu des matchs 1 contre 1, mais... je trouve que c'est un bon mix, Swerve puis Bryan Danielson. Ils peuvent nous sortir quelque chose là, de concurrent pour match de l'année, je suis certain. Ouais, puis Swerve est quand même sur une belle lancée présentement. Fait que c'était très bon. Ensuite, on a eu un Street Fight qui était pas mémorable, là, je vais l'avouer. Là. Je l'ai juste mis pour le spot de Jericho qui break the wall down. Moi, ça m'a quand même fait rire que Jericho, tout le temps que c'est le Wall of Jericho, mais là, le Wall of Jericho, il a fait passer Samoa Joe à travers le Wall of Jericho.
il break the wall down et ça permet à Joe d'aller faire des petits dodos. Parce que c'est ça, il y a d'autres choses à l'extérieur. On a une porte de sortie vers faire des petits dodos pendant quelques mois. Et ça va souligner le spot dans ces matchs Street Fight, là, Jericho qui est dans un sac. Ah oui, effectivement. Des rondelles d'hockey quand il était à Winnipeg, je crois. Là, il était à Calgary, c'était le Stampede. Fait que c'était des fers à cheval. Les fers à cheval, c'est exactement. Qui étaient dans son sac. Fait que ça fait pas du bien des fers à cheval dans le dos et dans la face non plus. Fait que, un autre spot un peu niaiseux. Fait que, t'as bien fait de le souligner, effectivement. J'avais oublié de l'écrire dans notre petit document, mais c'était un spot qui m'a aussi m'a marqué. Fait que c'était plus pour les deux petits spots rigolos que j'ai mis à ce match-là. Le match en tant que tel, pas super, mais c'est un street fight. Fait que deux vétérans, fait que le côté pace qu'on a parlé un peu plus tôt dans l'épisode, là, il l'avait les deux. Là. Il était capable de bien isoler ces spots-là pour rendre le tout plus marquant. Et finalement, on a eu le match, la finale féminine cette fois-ci, entre Mario May et Willow Nightingale. Petite parenthèse sur Willow, très content quand même qu'on l'a mis dans une position avantageuse parce que quand j'ai vu le pay-per-view où elle était dans le pre-show, j'avais peur pour la suite. Heureusement, on a continué de construire Willow. Quand même forte, quand même le fun. Très bien paru. Elle a très bien paru, puis elle est tellement rayonnante. Là, moi, là, cette fille-là, je la pousserais très loin. J'ai l'impression qu'elle a besoin d'un gros push parce que j'ai pas vu beaucoup de monde avec ce style-là, connecté de cette manière-là, vendu aussi de cette manière-là. Je trouve qu'ils ont vraiment quelque chose de spécial 100%. avec Willow que l'autre compagnie n'a pas. Et que moi, si j'étais Tony Khan, je capitaliserais beaucoup plus sur Willow. J'ai l'impression que beaucoup de petites filles, de petits gars, une vraie babyface, un peu à la Bayley, là. C'est sûr que c'est pas le public qu'on vise un peu plus, qu'on vise là, à la All Elite, là, le côté plus ado jeune. Mais j'ai l'impression qu'elle connecte très bien puis pourrait vendre beaucoup de merch si on décidait d'aller là-dessus. Fait que je suis content qu'on la mette dans ce spot-là. Et on l'a quand même bien protégé aussi à l'intérieur de ce match-là. La fin, c'est un roll-up volé. Fait que Willow n'en sert pas trop magané. Et un bon match entre les deux. Là. Très bon match. Très bon match. Mais ça battra pas quand même ce qu'on a vu après ça à la fin. Toni Storm qui vient célébrer dans le ring avec Maria May. Les deux montent la rampe. Maria May qui court vers la ceinture. Elle est chercher son dû. Elle a gagné. Solide de bord et vient déconcrisser le front de Toni Storm. Par la suite aussi... À coup de ceinture, quand même stiff, là. Des gros coups de ceinture avec un peu un whip dedans, là. C'était très bien fait de la part de Mario May. Il prend son soulier et vient lui crisser des coups dans le front. Le sang d'en face de... ça lookait, c'était intense. Et ensuite, vient donner un gros baiser plein de sang dans le front. Et Luther qui prend un gros bump également parce que lui tout, il en mange des coups de ceinture. Puis une Mario May qui a une intensité. Et moi, l'exécution de tout ça, là, et que c'était bien fait parce que tout le long du match, on a Tony qui essaie d'encourager Mario du mieux qu'elle peut parce qu'il y a eu un peu des faux finishes avec... j'ai moins aimé l'intervention de Statlander, tout ça. Particulièrement le fait que l'arbitre regarde, genre, clairement, le truc se fait avant que Tony... un petit manque d'exécution là-dessus. Mais fait que ça, j'aurais mieux fait ça. Mais par la suite, ça fait un fall finish. Parce que c'est pas là-dessus que le match se termine. Non, c'est ça. Fait que là, c'est eu un gros pop quand même là-dessus. Au moins, c'est ça. Et là, t'as comme Tony qui est comme let's go, t'es capable. Et on savait pas. On s'entendait un peu plus un Mario May qui remporte quand même. Mais ça aurait pu Willow. Comment qu'elle a été. Fait que. J'ai bien aimé cette fin-là, mais par la suite, il n'y en a pas de niaisage. On célèbre. Est-ce qu'elle va tourner la semaine prochaine? T'sais, on regarde tout ça sur plusieurs semaines. Non, on l'exécute là, par surprise. Hyper efficace. Mario May, c'est fast, man. Ça s'explique très facilement. Elle n'a plus besoin de Toni Storm. Elle a gagné le tournoi. Tant pis pour toi, je suis rendu autonome, je suis rendu une grande fille. Fuck you, Tony. J'ai plus besoin de toi, je suis rendu toute seule, une grande personne. Fait que... Et elle devient, je pense, top heel de la division féminine. Je pense que oui. T'as Mercedes Moné qui est également heel en ce moment, mais tabarouette que... j'ai l'impression que Mario May, elle a beaucoup de talent d'actrice dans son corps. Ça va être bon et j'ai déjà hâte au prochain Dynamite où elle va nous faire l'explication de tout ça. Elle va aller chercher le heat qu'elle est capable d'aller chercher. Absolument. Et c'est le fun parce que
pendant trop longtemps, alors l'émission ne mettait pas de l'avant les histoires féminines. Et là, t'as pas le choix de la mettre de l'avant parce que c'est trop fort, c'est trop bon. Toni Storm fait trop un bon travail. Mario May fait trop un bon travail. Est-ce que ça me... Je sais pas si ça me réconcilie avec la fin de Forbidden Door. Je pense quand même que j'aurais pas fini de cette manière-là. Surtout en sachant que le turn qui arrive comme 2 semaines plus tard ou une semaine et demie plus tard. T'aurais laissé un doute? Ben, je pense pas que j'ai pas catché Mina Shirakawa pourquoi Shirakawa est parti, elle fait ça. On veut garder un bon oui, je sais, mais cette fin-là bizarre, j'aurais peut-être pas fait ça. J'aurais peut-être fait que Tony, pas Tony, mais Maria vende le fait que Tony a gagné, mais était peut-être plus du côté de Mina pour commencer à installer des petits trucs. Là, que tout le monde finisse, on est tous des amis et on s'aime tous rapidement comme ça pour ensuite que le turn se fasse. Ouais. Fait que je pense pas que ça me réconcilie, mais assurément le payoff du turn, moi j'ai trouvé excellent. Et je trouve que c'est un des meilleurs turns féminins que j'ai vu depuis longtemps. Ouais, et ça lookait. Et le sell également de Toni Storm. Quand elle est juste de même tout plein de sang puis qu'elle se fait donner des coups de soulier dans la face. Très bonne. Tabarouette que c'était bon. Fait que dites-nous, vous, comment est-ce que vous avez pensé de ce turn-là dans ce Dynamite du 10 juillet. Nous, on a quand même trouvé ça très bon. Par la suite, SmackDown du 12 juillet. Petit SmackDown. T'as bien apprécié le petit clin d'œil de Chelsea qui a fait le gros spot du Money in the Bank et qui arrive avec son collet. On parle d'actrice, de jeu d'acteur. Ouais. Chelsea Green qui a un collet cervical et qui se fait donner à boire par Piper Niven quand clairement elle pourrait juste prendre la bouteille et boire elle-même. Mais c'est du Chelsea Green qui est excellent, qui attend en ligne en dehors du bureau de Nick Aldis. C'est excellent. C'est vraiment, c'est du gros niaiseux. Il y a comme... Pas qu'il n'y a pas eu d'histoire pendant le... En fait, c'est Cody puis Randy au début qui font comme Cody qui va aller mais qui va aller faire face au Bloodline. Ouais, c'est ça. Puis là, Randy explique que Kevin n'est pas là cette semaine à cause de sa maman. Puis c'est moi qui ai dû de rester à la maison. Mais je vais être là, même si tu veux pas que je sois là. Fait que j'ai ton back. Pour le reste de ta vie. C'est ça, pour le reste de ta vie. Un petit call. Toujours de ton côté, c'est comme... Ben, c'est un petit call au fait que qu'on a amené dans le clan avec Randy et Cody et Ted DiBiase qui n'y est plus. Oui. Mais tu sais, c'est un petit call à ça, un petit clin d'œil à ça, j'ai l'impression qu'on va réutiliser un peu plus tard. Après, Randy est sur le bord de tourner. Il est sur le bord de tourner. On va voir. Et moi, je pense qu'on regarde ça pour SummerSlam, d'après moi. OK. Mais je viens d'aimer dans le milieu, parce que ça tourne autour du Bloodline, mais dans le milieu, DIY, après une célébration de leur match pour garder leur ceinture. Rematch contre Austin et Grayson. Remporte, et là un peu, moi ça m'a surpris, Fatou décide qu'il vient attaquer DIY à lui tout seul. Ouais. Tout seul, détruit les deux. Il a encore fait un no-sell sur un DDT, ça j'aime bien ça, la tête. Et c'est là que ce qu'on a vu de Fatou, là, son genre de springboard sur le cul de la troisième, backflip, puis un gros moonsault, c'est ça, Jacob Fatou. Ah, mon Dieu. Puis son jeu également était bon là, pour tout ça. Fait que c'est très bon. Et là, c'est comme s'il débarrasse la table. Mais en même temps, moi, je me suis dit, il attaque DIY. Est-ce qu'on s'enligne vers la ceinture par équipe? J'aimerais ça. Commencer à mettre un peu de gold dans la nouvelle Bloodline. Et j'aimerais un peu installer le tout pour que la Bloodline vienne faire son segment micro par la suite. Fait que débarrasse DIY de là. Et à la fin du SmackDown, t'as Cody qui vient affronter la Bloodline. Et qui est tout seul, qui se fait détruire, il se fait battre. Mais là, Randy s'en vient pour le sauver, mais c'est juste Randy tout seul, il est pas assez. Triple powerbomb dans la table. Puis ils vont s'acharner sur Randy. Cody qui est attaché dans les cordes fait comme non! Comme Jésus, il est de même. C'est pas lui, il faut que c'est sur moi, arrêtez de le battre lui. Mais non, ils ont pété Randy. Je pense que Randy va faire des petits dodos pendant une semaine ou deux. Il va peut-être revenir à SummerSlam, qui sait. C'était un Bloodline super dominant à la fin, avec le doigt dans les airs. Le doigt de ce bord-là. Finalement, je pense que ma théorie, voilà pas la marche pas. Je pense que c'était juste ce qui était assis. Fait qu'ils l'ont fait de l'autre bord. C'est comme ça, le point est de même, puis quand t'es debout, c'est l'autre sens. C'est logique. Mais gars, on est sommelier, nous, on remarque tous les détails. Les détails.
Fait que ça fait le tour de ce SmackDown-là qui a tourné un peu plus du côté de la Bloodline, qui continue de construire cette histoire-là du 12 juillet 2024. Ensuite, Collision, le dernier, mais non le moindre spectacle qu'on vous revient. Fait qu'on a eu un Takashita contre Dynamite Kid, Tommy Billington, qui est finalement le neveu, de ce que j'ai compris, du vrai Dynamite Kid. Tu l'as bien aimé? Moi, j'ai trouvé correct, Dynamite Kid. Il y a quelque chose, il y a 23 ans, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose petit pour avoir peut-être plus de muscles, mais quand même beaucoup de spring. On voit que ça fait longtemps, là, même si c'est juste 23 ans qu'il fait ça, il a des bons réflexes. Je trouve qu'il est il a très bien paru d'après moi, mais tu sais, contre Takeshita, qui est un pro, c'est quand même très dur de mal paraître contre Takeshita, fait que je pense que ça a bien été. Je trouve il était bon, mais je l'ai trouvé un petit peu nerveux, moi. Oui, mais je veux dire, c'est normal, la première apparition télé il y a 23 ans, à Calgary en plus, avec toute l'histoire et tout ça. Fait que non, j'ai pas haï, je sais pas s'ils vont l'utiliser, s'il va être signé, s'ils vont faire de quoi avec lui, mais j'ai vraiment pas haï ce petit match-là, cette belle vitrine qu'ils ont donné à Tommy Billington. Après ça, le match, c'est Don Callis qui arrive sur le ring, qui fait comme hey, relève-toi, mon jeune, t'es un bon jeune. Il était au commentaire parce que tu sais, Takeshita était là, c'est son poulain. Exactement. Il était comme j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Puis Takeshita en arrière également qui vend un peu comme s'il les respectait dans le Mid-Kid. Fait que là, il offre de signer avec la Callis Family. Et là, moi, j'étais comme. Là, j'aurais trouvé ça intéressant qu'il décide de signer. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il était un kid. Fait que c'est quand même une opportunité en or. Mais finalement. S'il veut une famille, l'enfant. Exact, une famille. Et là, poignée de main. Et là je trouvais que c'était un petit peu botché. Parce que c'est ça, c'était long. Là, est-ce qu'il savait pas le timing? Puis là, Callis comme essayait de faire ce qu'il pouvait pour comme. Ah ouais, il disait, allez, on va en enchaîner. Et là, finalement, l'a dit. Finalement, non, il ne veut pas être dans la Callis Family. Et là, beat down. C'est une volée. Et c'est le retour d'FTR qui vient sauver Dynamite Kid. Est-ce que c'est un nouveau trio? Peut-être. Mais en tout cas, gros pop de FTR. Gros pop. Retour plus tôt que je pensais. Je pensais que Dax avait le dos cassé. Simonac, finalement. C'était moins pire qu'on pensait, faut croire. Fait que, on se prépare, c'est all-in. Fait qu'on revient peut-être avec les bobos pas tout réparés. Parce qu'on on va être sur cette belle carte-là. Sûrement. Ensuite, tu seras pas d'accord, mais il y a eu un beau petit match, un squash des Guns avec Juice. J'adore Juice, j'adore les Guns. Ils sont tellement niaiseux, ils sont tellement stupides. Mais moi, j'aime Juice, j'aime bien Juice aussi. Mais j'ai détesté cependant le booking qui suit de ça. Là. Le booking qui suit, j'ai détesté. Ah non, j'ai pas aimé de juste enlever les ceintures. Non, je suis pas d'accord avec le booking. Ça, mais le jeu des Guns, le Bang Bang Gang, gros fan. J'adore ce qu'ils font, c'est stupide à souhait. Parce que je vais quand même en jaser parce que c'est une des choses que j'ai particulièrement beaucoup détesté là, cette semaine. C'est rare qu'on parle de trucs qu'on aime pas. Mais pourquoi t'enlèves la ceinture aux Guns? Parce que c'est pas Jay White, il est plus là, il est blessé, peu importe. Moi, mais il fait la Freebird Rules, puis t'sais, en plus, Tony Khan, qui est comme quelqu'un qui connaît bien l'histoire de la lutte, et que c'est quelque chose qu'on voit souvent. Fait que là, t'as comme, on enlève la ceinture aux Guns, puis on fait un tournoi pour qui va être les nouveaux trios, mais il y a les champions qui sont à l'intérieur de ce tournoi-là. Moi, pour moi, ça fait du non-sens. Si tu veux vraiment leur enlever la ceinture, enlève-la clairement d'une autre manière. Ou fait que les Guns, je sais pas, mais j'ai trouvé ça, le booking, vraiment pas bon, de faire qu'on leur enlève les trucs. Si au moins c'était à cause que. Je sais pas, là, tu sais. On dirait le fait que c'est pas les EVP qui font l'annonce. Parce qu'on dirait que c'est les EVP qui font l'annonce. Je suis comme, on continue de construire des histoires qui sont chiens contre eux autres. Mais là, c'est le gars qui a été mis. C'est CD qui. C'est ça, c'est Christopher Daniel qui est comme la personne qui représente Tony Khan qui vient faire ce call-là. Fait que j'ai pas aimé ça. J'aurais préféré qu'on continue l'histoire d'Elite qui fait on vous met des bâtons dans les roues tout le temps, puis on vous enlève la ceinture. Puis, tu sais, la jouer de même plutôt que la jouer avec Christopher Daniel, fait que c'est un call de Tony Khan. J'ai pas aimé ça. Bref. D'accord. Je trouvais ça weird. Ben, d'accord. On l'a pas noté, mais moi j'ai quand même popé un peu quand j'ai vu Marco Stone qui est revenu contre son match et qui a fait un job correct pour un petit squash du côté de. Il y a eu une petite. On l'a vu avec Luthozor backstage aussi, genre de petite vignette très vite faite, un petit clin d'œil. C'est vraiment un clin d'œil à ce qu'on vivait il y a 3-4 ans au début de la. Il était petit. Il est-tu petit, hein? Moi, à chaque fois je le revois, tabarouette qui est petit. Il a l'air d'un enfant qui se bat contre par exemple. Il se donne. Mais il est petit. Il est très petit. Ensuite, on a eu Danton Castle contre Roderick Strong.
Et dans d'autres cas, il n'était pas avec ses amis habituels. Qui étaient non, avec, parce des nouveaux qu'eux ont amis. été collés dehors. Puis on les met avec 2 dudes qui n'ont aucun calice de rapport. Même Dalton Castle, dans son entrée, est comme... Ouais, les gars, calmez-vous. Vous n'avez pas compris l'aura de Dalton Castle. Là. Ça marche pas. Là. C'est plus ses boys habituels. J'ai pas aimé ça. Par contre, Castle... Le match. C'est ce style de lutte-là, j'aime vraiment ça. Lutte tout le temps un peu underdog, mais réussit tout le temps. Il est fort physiquement, Dalton Castle. Puis contre Roderick, ça fit très très bien. J'ai vraiment aimé le match. Je trouve que Dalton Castle mérite d'être montré sur une plus grosse, une plus grosse vitrine. Mais c'est peut-être lui aussi là, qui veut rester juste à la Ring of Honor. Qui sait, on n'est pas backstage avec eux. Parce qu'ils luttent quand même pas mal à la Ring of Honor. Mais j'aime toujours Dalton Castle. Je suis content de voir. J'aime le personnage, j'aime l'entrée quand c'est avec les boys. Là. Fait que, rendu là, il parle bien, il se présente bien, lutte bien. J'aime beaucoup. Il y a un bon potentiel de comédie low card là, sur Dalton Castle. Qui est mal exploité. Je trouve que le comédie en général est plus ou moins bien exploité. Alors l'élite, surtout pour le low card. On dirait que quand c'est un comédie qui est fait par les top lutteurs, les gens qui sont hors de la carte, là on le permet, mais on dirait qu'on le permet pas beaucoup. Comme de la même manière, mettons une Chelsea Green à la WWE. Il n'y a pas ça à la All Elite, un petit côté. Cool, c'est un comédie, mais j'ai le goût de l'écouter, même si c'est du low card. Tu sais, Castle n'est pas obligé de lutter à chaque semaine, dans le sens où une vignette de 20 secondes à chaque semaine à Dynamite où il vient parler à quelqu'un de façon un peu stupide, ça le rendrait over en quelques semaines, puis on finirait par l'aimer, puis l'apprivoiser, puis là, ben, tu le mets champion ou juste reacher pour le titre TNT, finalement, il gagne pas. Juste ça, ce serait le fun de le voir. Puis il a été quand même champion de la Ring of Honor. Donc, c'est... Mais ce côté-là, et à la fin du show, c'était Orange Cassidy et Roderick Strong contre... fuck, je me l'ai pas noté, je m'en souviens pas. Je me souviens plus. Anyways, c'est pas important. Après le match, c'est Trent qui est venu attaquer Orange Cassidy. Trent qui continue son grudge, qui continue son il est pas content après Orange Cassidy. Orange qui a essayé de se venger avec une clé à molette. Il a joué une game de clous dans la semaine. Puis il a eu l'idée de peut-être péter quelqu'un avec une clé à molette. Qui est rentré dans le ring et qui allait pour s'élancer. Fait que je pense qu'on continue le slow burn qu'on est en train de faire avec le turn d'Orange Cassidy. Qui, je crois, s'en vient. Est-ce que tu as remarqué que son denain est plus foncé? Il a un t-shirt noir. Il a pas les mêmes shades. Il y a un changement de personnage dans c'est ça, dans ce match-là, c'était un match par équipe, il était avec O'Reilly. Est-ce que va essayer de trahir cette équipe-là? Parce qu'il y a un Blooded Guts qui arrive. Peut-être. Peut-être ça va être le moment de le faire, mais effectivement, on voit un changement d'attitude. Et ils étaient contre le clan de Roderick Strong. Pas Roderick Strong, mais son clan. United Kingdom. Exact. Undisputed Kingdom, excusez. Undisputed Kingdom. Ouais. Donc, qui ont fait... qui ont perdu et qui a eu un petit sauvetage également du... Rappelle-moi le nom du lutteur japonais qui a l'air d'une brique. Ishii. Exact. Ishii, fait que petit sauvetage. Et oui, la... une bonne manière. T'as tout de suite trouvé c'est qui. Une brique. Fait que ça fait le tour. Ça fait le tour de ce Collision Strategy. Ça fait le tour de notre dégustation des dernières semaines. C'est rendu au bout. Il y a beaucoup de pay-per-view, mais là, on a un petit moment un peu plus lent au niveau de pay-per-view. Fait que prochain épisode 66, on va faire un spécial. Et ce sera le spécial John Cena. Ouh! Fait que on vous le dit en primeur, on va faire un épisode complet dédié à ce monsieur Cena qui a dominé une grande partie des années, du début des années 2000 à la WWE et qui a annoncé sa retraite, le début de sa retraite. La dernière année où il sera actif en tant que lutteur sera 2025. Fait que c'est un bon moment pour faire peut-être une petite rétrospective avant ce dernier run de toute sa carrière qui a été parsemée de titres, de gold, de championnats, de beaucoup de main events, de parfois diront trop de victoires, pas assez de défaites, trop de face, pas assez de heel turn. Mais c'est ça, John Cena. Beaucoup également de rêves d'enfants réalisés à travers tout ça. Donc on va faire un petit retour sur John Cena. Prochain épisode 66. Soyez-y si vous voulez vous rappeler des souvenirs également des dernières années. Ah ouais. Moi, c'est pas mal le lutteur qui a grandi avec
La Statue des Roches, je trippais moins, mais clairement, l'air de John Cena. Fait que tu prends un petit coup de vieux quand le lutteur avec qui t'as grandi prend sa retraite. Et comment, tabarouette? Aïe, aïe, aïe! C'est ça s'en vient. Au niveau du hockey, moi, c'est Sidney Crosby. Puis au niveau de la lutte, c'est John Cena avec qui j'ai grandi. Fait que je suis comme, je commence à être plus vieux qu'avant. Ça s'en vient. Fait que, c'est ça. Je sais pas si vous êtes comme moi également et avez vu John dans ces années, tout son règne dominant. On va faire un petit retour là-dessus. Fait que je vais bien pouvoir le faire. J'ai quand même vu beaucoup. Et toi, ben, tu connais bien l'histoire de la lutte, Pierre. Fait que tu vas pouvoir revenir sur ça. Likez, suivez-nous un petit peu partout. Un gros merci, comme à chaque semaine. N'hésitez pas à commenter, faites des likes, faites des pouces à like des algorithmes. Vous êtes de plus en plus nombreux. Fait content de vous avoir. Et bien sinon, des likes dans la gorge ou des likes dans l'algorithme. Dans l'Internet. Dans la gorge d'Internet. C'est ça. Sinon, ben, c'était Max Supérieur ainsi que Pierre Castonguay pour les sommeliers de la lutte. Ciao, ciao tout le monde.